Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire open qui est aujourd'hui dédié au virage ambulatoire, donc avec un thème qui est crucial pour l'avenir de notre système de santé, donc appréhender et faciliter le virage ambulatoire grâce au digital. Le programme de ce webinaire, c'est de vous rappeler finalement aujourd'hui les enjeux et les objectifs du virage ambulatoire. On a invité un patient, vous le verrez, qui est également représentant des usagers pour vous donner cette vision patient qui est primordiale pour nous. On pourra ensuite vous partager notre vision sur le parcours ambulatoire, les outils digitaux, et vous aurez donc le retour d'expérience du CHU d'Angers et également du pôle Saint-Hélier sur leurs différents projets, un sur la partie plutôt portail patient et un sur la communication dynamique auprès des patients dans ce virage ambulatoire. Et comme je vous l'indiquais, on aura bien sûr une session de questions-réponses avant de clôturer le webinaire. Donc, merci à tous les intervenants de vous être connectés aujourd'hui. On est ravis de vous avoir pour permettre de partager vos différentes expériences sur le virage ambulatoire. Donc, côté CHU d'Angers, on a le plaisir d'accueillir Adeline Mojard et Pierre Malnuit, donc respectivement chef de projet et infirmier référent DPI au niveau du CHU d'Angers. Vous avez donc côté Fondation Saint-Hélier, merci à Gaëlle Aubert-Bruxelles et à Delphine Lemolga, donc directrice déléguée et adjointe à la direction, de nous faire le plaisir de participer et de partager vos expériences plutôt sur la partie communication dynamique au sein de la Fondation Saint-Hélier. Et donc Monsieur Patrick Charpentier, qui est, donc comme je l'indiquais, patient, qui a eu une expérience ambulatoire, mais qui est également représentant des usagers et président de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. On aura donc côté Open le docteur Céline Auron, qui est directrice générale adjointe en charge de l'innovation et de l'expérience patient au sein du groupe Open. Et donc, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, je suis Betty Santelli, directrice commerciale sur la partie portail patient au sein du groupe Open. Du coup, je vais laisser la parole à Céline Auron pour nous présenter les enjeux et les objectifs du virage ambulatoire. Alors, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce webinaire, toute une série de webinaires. Ça fait quelques-uns que nous lançons maintenant avec la volonté d'échanger avec vous sur les parcours patients et la façon dont le digital peut accompagner cette transformation. On sait que cette transformation est un enjeu central pour notre système de santé. Et là, aujourd'hui, le développement du virage ambulatoire que nous allons aborder et la façon dont les solutions digitales peuvent vous accompagner est vraiment quelque chose d'essentiel dans l'organisation des soins. La transition vers les soins en ambulatoire, c'est pas seulement une tendance, c'est une nécessité. On a des défis auxquels on doit répondre, que ce soit le vieillissement de la population, le fait que les établissements de santé sont assez saturés. En tout cas, il y a moins de lits qu'auparavant, donc on a vraiment besoin de passer sur des parcours ambulatoires. Le besoin d'optimiser les ressources, qu'elles soient humaines, mais aussi les ressources financières. Et puis surtout, une attente accrue des patients pour des parcours de soins plus fluides et personnalisés. Et si on veut regarder quelques chiffres, en Europe, on estime que plus de 60% des séjours hospitaliers sont éligibles à une prise en charge en ambulatoire. On a encore beaucoup à faire. On n'y est pas complètement, donc on sait qu'on a du travail. On sait aussi que dans certains établissements pionniers, le fait de digitaliser les parcours d'hospitalisation permet de réduire les durées moyennes de séjour jusqu'à 30%. Et puis enfin, on a bien montré que la satisfaction des patients, dès lors qu'on les aide à organiser leur séjour, en particulier en ambulatoire, sans devoir dormir à l'hôpital, amène une satisfaction qui peut aller jusqu'à 90% selon les études. Donc finalement, le virage ambulatoire aujourd'hui, c'est pas une question d'infrastructure ou de ressources humaines, c'est vraiment une révolution, on va dire, dans notre façon de concevoir et de délivrer les soins. Et c'est là que le digital, en fait, devient un catalyseur pour cette transformation. Finalement, ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, c'est les enjeux pour cette transition, les obstacles qu'on doit surmonter, mais aussi la façon dont les solutions peuvent nous aider à répondre à ces différents enjeux. Si je reviens un petit peu plus en détail du point de vue des attentes, on va dire des parties prenantes, on voit bien que pour les patients, la qualité de vie est un élément essentiel, le fait de rentrer plus rapidement chez soi dans un environnement plus confortable, plus sécurisé quelque part du point de vue du bien-être du patient.
Le fait de réduire les risques, on sait bien que sur des virages ambulatoires, il y a moins de risques d'infection nosocomiale quand on rentre chez soi et de complications post-opératoires parce qu'on reprend une activité plus rapidement. Et donc plus d'autonomie si on rentre à domicile. Ça, c'est du point de vue des patients et donc de l'expérience des patients. Si on s'adresse aux établissements, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, c'est optimiser les ressources, c'est améliorer la qualité des soins parce que du coup, on va garder les lits pour les patients les plus complexes, les plus lourds, qui ont vraiment besoin d'un accompagnement, on va dire jour et nuit. Et puis pour les patients pour lesquels ça va bien les basculer sur un séjour ambulatoire. Et puis c'est une question de modernisation en utilisant des outils digitaux qui vont nous aider à être beaucoup plus efficaces. Et enfin, si on prend un petit peu de hauteur, le fait de digitaliser, on va le voir, nous permet d'échanger plus des informations, de mieux coordonner les parcours, de mieux échanger avec le patient en temps réel, et puis d'apporter aussi une réponse aux besoins de pédagogie de la part des patients et des soignants, c'est-à-dire pousser de l'information et recueillir de l'information, échanger entre patients et soignants plus d'informations. Donc finalement, aujourd'hui, l'ambulatoire, on pourrait dire que c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu organisationnel, c'est un enjeu du point de vue de l'expérience des patients et c'est un enjeu du point de vue des attentes des soignants. Et puis, avant d'introduire les autres orateurs, je vais donner un chiffre. Moi, dans mon expérience, en ayant mis en place un portail patient, on a réussi à réduire, en fait, à augmenter plutôt l'activité de 10%, alors qu'on avait 15% de lits de moins en post-Covid. Donc, on sait qu'on peut soigner plus de patients plus vite et mieux si on arrive à pousser l'organisation des parcours ambulatoires et à nouveau le digital est l'élément clé pour arriver à cet objectif. Voilà, je vous propose qu'on échange maintenant avec des expériences de terrain pour après revenir ensemble sur l'analyse qu'on peut en faire. Merci à tous. Merci beaucoup Céline, effectivement, pour ces éléments clés, qu'on souhaitait partager avec, les participants aujourd'hui. Donc on va laisser la parole à monsieur Patrick Charpentier. Donc merci de participer. Donc vous allez nous parler de votre expérience en tant que patient, mais aussi votre vision finalement, sur l'apport du numérique dans le virage ambulatoire. Oui, bonjour à vous toutes et tous. Merci pour votre invitation. Alors, je vais simplement, en effet, faire un petit peu le témoignage de ce qu'a été mon parcours par rapport à ce virage ambulatoire et principalement centré sur une intervention chirurgicale qui était impérative au niveau d'une hanche. Et dans un premier temps, hein, au-delà d'avoir eu cette consultation, après avoir fait le choix de l'établissement et du chirurgien que j'ai choisi sur la clinique sur laquelle je suis allé et après avoir eu cet entretien pour un consentement éclairé, j'ai accepté cette intervention chirurgicale avec le fait de la décliner dans un calendrier d'intervention et alors j'ai été surpris parce que je ne connaissais pas, donc j'ai été surpris qu'on me propose de pouvoir participer à ce qu'ils appellent l'école des patients, c'est-à-dire cette capacité dans le libre choix de me le proposer, de l'accepter, de réunir sur une matinée, avec l'accueil d'une infirmière, sur le site où j'allais être opéré, de pouvoir réunir, les patients qui étaient, convoqués comme moi, qu'il avait acceptés, sur une même matinée, de façon à pouvoir aborder l'intégralité de ce qui allait se passer avant, pendant et après sur le retour, bien sûr, derrière le virage ambulatoire à mon domicile. C'était intéressant parce que j'ai vécu déjà que très longtemps en avance, j'ai eu la totalité du livret d'accueil qu'on nous a présenté et que j'ai pu ramener dans un temps suffisant pour le consulter à domicile avec mes proches, les enfants. Euh, on a eu également donc cette capacité de pouvoir avoir sur la matinée deux consultations qui sont inscrites sur consultation anesthésiste, voilà, avec un anesthésiste, un bilan cardiaque qui a été fait également sur la même matinée. Donc, et ensuite d'avoir dans la dimension un petit peu d'anticipation de l'intervention avec un kinésithérapeute, le fait qu'il nous explique en amont quels étaient tous les éléments que nous avions à prendre en compte avant l'intervention chirurgicale, de savoir à la sortie du bloc quelle serait éventuellement là aussi la rééducation qui nous serait apportée sur le fait d'être très vite verticalisé, sur le fait de pouvoir aussi monter, descendre des escaliers, euh, et sur également tout ce qui serait nécessaire de retrouver à mon domicile, à mon retour, dès que je reviendrai ma maison dans un lieu précis, environnemental, tenant compte éventuellement des risques, des escaliers, en fait, de l'infrastructure.
et de pouvoir aussi maîtriser dans ce retour tout le potentiel médical, paramédical indispensable à un retour ambulatoire, à savoir est-ce que j'avais un médecin traitant, parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'en ont pas aujourd'hui. Est-ce que j'avais un lien et un contact avec la pharmacie de mon village? Est-ce que je pouvais et j'avais désigné le kinésithérapeute qui ferait ma rééducation post-opératoire et le cabinet d'infirmière qui serait à mon domicile dès le retour de mon intervention chirurgicale. Alors j'ai trouvé ça, ensuite prendre connaissance aussi de tous ces éléments sur lesquels nous sommes confrontés, et plus ils sont précisés en amont, plus ils ont de chances d'être investis, notamment la désignation de la personne à contacter ou la personne de confiance, la dimension des directives anticipées, en fait, tous ces points-là qui sont dans l'actualité d'aujourd'hui, mais qui, quand ils sont brutalement assénés le jour où on arrive, ont du mal à être intégrés. Et j'ai trouvé que dans la dimension de cette transformation économique, écologique de notre système de santé, il y avait là, alors je ne dis pas pour tous les actes, mais au moins je pense que sur la chirurgie et l'ambulatoire, il y avait là quelque chose qui était de nature à pouvoir associer dans l'évolution de notre système de santé, tout ce qui est de la dimension indispensable de l'éthique autour de la relation patient-soignant, mais toute la dimension, en effet, du numérique, du digital, qui était en mesure aussi d'être utilisé, accompagné, de façon à rendre en amont, pendant et après, au-delà de ce qui est derrière le contact, derrière l'ambulatoire, sur l'évaluation à travers les appels téléphoniques que nous avons, des infirmières qui nous contactent dans les délais qui suivent, à travers le questionnaire d'évaluation ISATIS, que l'on est en mesure aussi de renseigner et qui est déjà sur une dimension digitale, j'ai trouvé que oui, là, il y a quelque chose que je trouve gagnant-gagnant. Alors, pour moi personnellement, puisque j'ai été opéré d'une deuxième hanche, j'ai utilisé le même parcours. J'ai posé la question à mon chirurgien en disant, mais vous, professeur, de votre côté, regard professionnel, qu'est-ce que vous en tirez comme bilan? Il m'a dit, Monsieur Charpentier, à notre niveau, on a le même regard que nous, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et je crois que c'est gagnant-gagnant sur l'évolution de notre système de santé. Vous avez évoqué suffisamment de points qui, du regard du patient, du regard, j'ai envie de dire, des professionnels, tout en respectant la dimension qui sera toujours indispensable de cette éthique de la relation dans la décision, pour prendre une décision d'acte ou d'intervention, je reste convaincu que cette dimension de l'accompagnement numérique digital sera aussi à prendre en compte. Et là aussi, on aura toujours, je pense que dans les générations futures, la génération qui est la mienne, plus vieillissante, qui a encore un peu de mal peut-être à s'intégrer totalement dans cette dynamique-là. Je ne fais pas de soucis pour les générations qui suivent, que ce soit mes enfants ou mes petits-enfants, mais je reste convaincu qu'il y aura besoin aussi d'un accompagnement individualisé si nécessaire à pouvoir intégrer éventuellement l'évolution dans ce que vous proposez, qui me semblera de toute façon l'acculturation nécessaire du système de santé de demain. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci, merci beaucoup. Est-ce que du coup, donc, vous voulez un peu, peut-être nous reparler justement de... Alors, vous avez dit quelques mots sur ces enjeux de vigilance autour de la prise en charge? Oui, alors je pense que vous avez résumé en effet donc dans les points essentiels ce qui me semble important. Euh, donc de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, alors je représente également un petit peu, je suis président de la commission des usagers du CHU Limoges, je suis président de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. Bon, dans la position de notre position nationale France Asso la voix des usagers, bon, de toute façon, on a tout à fait considéré qu'aujourd'hui, euh, on est justement favorable. Enfin, quel est aujourd'hui le patient qui est de nature à vouloir éventuellement risquer de vouloir rester le plus longtemps possible à l'hôpital? Je n'en connais pas. J'ai connu une situation au CHU Limoges, mais on connaissait la raison, c'est que le retour à domicile dans les conditions de cette personne était à prendre en compte en priorité et que l'hôpital était la sécurité par rapport à son non-retour à domicile qu'il ne souhaitait pas parce que les conditions n'étaient pas réunies. Donc ça veut dire qu'aussi derrière l'ambulatoire, c'est de savoir comment on retrouve son domicile, dans quelles conditions, avec quel partenariat, qu'il soit éventuellement de voisinage, de famille, de proches, et de dimension, donc de professionnels qui sont indispensables. C'est pour ça que je mets la dimension aujourd'hui qui est difficile. Je vois bien dans les
réclamations que je traite au niveau du CHU de Limoges, et notamment par rapport aux urgences, cette dimension, alors, vu la situation, et ce n'est pas un sens critique que j'apporte, quand on n'a pas de relation humaine suffisante pour accueillir des gens aux urgences, eh bien, on en devient bien sûr maltraitant. Et cette dimension éthique d'écoute de la relation du patient, aujourd'hui, elle n'est pas au rendez-vous, parce que quand on gère des stocks de patients aux urgences et pas des flux, on ne peut pas être bon, on ne peut pas être performant, et automatiquement, on a des insatisfactions et on a des pertes de chance. C'est une évidence. Donc, préserver malgré tout cette dimension qui n'a pas changé au fil du temps, hein. C'est cette relation très singulière entre un patient et un soignant, et dans cette dimension aussi d'avoir un consentement éclairé par rapport à ce qui va se passer, sachant que s'il y a quelque chose qui a changé, c'est que la compétence de la personne malade aujourd'hui, elle existe à travers l'éducation thérapeutique, à travers la pérédance, à travers l'alliance thérapeutique. Nous avons, et je pense que les professionnels que vous êtes, vous reconnaissez aussi qu'à certains moments, il faut que vous soyez excellent sur le diagnostic, mais vous ne pouvez pas être excellent sur l'expérience patient parce que vous ne la connaissez pas, vous n'êtes pas concerné. C'est ces patients-là qui vont pouvoir apporter cette expérience-là, et on est en mouvement aussi par rapport à ça. Donc ça me semble important. Je pense qu'aujourd'hui, on nous rabat, et c'est normal, toute la dimension du durable de demain. Eh bien là, en l'occurrence, je pense qu'on prouve que moi, au lieu d'avoir, au-delà des rendez-vous que j'ai dû honorer après, en laboratoire, sur éventuellement la dimension de radio-dentaire avant mon intervention. Je veux dire que tout ce qui était pris en compte le jour J a permis que je ne me déplace pas dans mon domicile pour 3 ou 4 rendez-vous supplémentaires. Bon, économie de carburant. Donc, quand on voit aujourd'hui toute la dimension de cette transformation écologique, oui, je trouve que là aussi, c'est un très bel exemple. C'est aussi cette capacité de maîtriser à travers un spécialiste et à travers un hôpital et une clinique qu'aujourd'hui, malheureusement, pour certains qui souhaiteraient revenir le plus tôt possible à leur domicile, ils ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le plateau technique qui permet de pouvoir y revenir. Et on va être obligé de passer par une dimension de centre de diagnostic fonctionnel qui n'est pas toujours souhaitée, alors qu'à certains moments elle est souhaitée parce que nécessaire, mais là aussi dans le libre choix de pouvoir retrouver le plus tôt possible son environnement familial, de proche. Je veux dire, on a pu quitter en ambulatoire simplement que les voisins ont gardé mon chien et mon chat pendant 48 heures, 72 heures. Bon, tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Et c'est aussi cette capacité de pouvoir, en effet, prendre en compte aujourd'hui, dans la transparence, de ce que sont les enjeux de la notification permanente sur les déserts médicaux et toute la dimension que nous envoient les ARS à pouvoir valider les zonages de demain à travers les infirmières, les sages-femmes, les pharmaciens, les médecins, j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc ça me semble, ça nous permet de voir une approche très, très globale et puis qui va, je pense, oui, moi j'ai le souhait, intégrer davantage, encore plus, cette dimension du numérique, sous couvert que, bon, certains auront tout en fait la compétence de se l'approprier, d'autres nécessiteront d'être accompagnés. Il faudra prévoir aussi le SAS qui permet d'interpeller une parole, une ressource humaine pour débloquer éventuellement le système. Et un dernier point qui me semble très très important, c'est que toute la dimension de cette dimension du numérique, et je le vois, on a fait nous un travail sur mon espace santé au marché de Brive-la-Gaillarde. On est allé au contact du public avec la CEPAM et avec le dispositif ESEA qui le conduit en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, il y a un tiers, c'est le principe des 3 tiers. Il y a un tiers de patients aujourd'hui qui ont intégré mon espace santé, qui le pratiquent, qui l'ont renseigné et qui font qu'aujourd'hui, même si demain ils ont une urgence vitale, ils sachent que très bien les urgentistes vont recueillir tous les éléments, si nécessaire, en brisant la glace et récupérer une entrée, éventuellement une urgence plus confortable. Il y a ensuite ceux qui ont besoin de cet accompagnement pour le réaliser. Et malheureusement, parce qu'aujourd'hui, on a des fake news qui pénètrent la totalité de nos maisons, de nos mails, de nos téléphones portables, qui sont en dégâts et qui font qu'il y a un tiers de la population qui dit aujourd'hui pour moi c'est pas sécure et je n'y vais pas. Donc on a aussi besoin d'avoir vos témoignages de professionnels sur le fait de dire qu'aujourd'hui mon espace santé il est sécurisé par le ministère, que dire que tous les établissements privés publics aujourd'hui sur les cyberattaques ont mis en place les parades nécessaires. On a besoin d'encore plus le témoigner au niveau des citoyens parce qu'on a des gens, et encore importants, qui n'iront pas sur ces dispositifs parce qu'ils ne se sentent pas sécurisés aujourd'hui.
Et la sécurité elle doit être maîtrisée, quelles que soient les avancées du numérique ou de l'intelligence artificielle de demain. Voilà. Et c'est aussi cette capacité de pouvoir assurer, et là c'est avec les réseaux médicaux, paramédicaux, sociaux, et aussi les communautés de communes, voire les municipalités, d'assurer un retour à son domicile qui permet d'éviter ce que l'on voit à certains moments, c'est que ce retour à domicile mal maîtrisé fait qu'on a fait un aller-retour vers l'hôpital dans des délais qui ne sont pas acceptables. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais je reste convaincu qu'on est sur cette feuille de route-là et que nous avons à la co-construire ensemble. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage en tant que patient et aussi d'avoir porté justement la voix des patients sur les enjeux, les attentes des patients. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Je laisse maintenant du coup la parole au docteur Céline Auron pour justement partager quelles sont les innovations digitales aujourd'hui qui existent, qui peuvent être clés en main pour venir enrichir le virage ambulatoire grâce au digital. Alors finalement, juste en quelques mots, parce qu'après on a un autre témoignage qui va nous intéresser, concret, de la mise en place d'une solution digitalisée pour accompagner un parcours ambulatoire. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a des solutions qui permettent d'avoir la vue globale du parcours. Vous l'avez évoqué, Monsieur Charpentier, le fait d'avoir l'intégralité avant, pendant, après. Et les solutions digitales, notamment les portails patients, hein, mais aussi avec les écrans connectés, peuvent permettre d'avoir cette vision globale de l'ensemble du parcours patient et de pousser à chaque moment de ce parcours les informations nécessaires ou de recueillir les informations nécessaires. C'est-à-dire préparer les étapes en amont, vous l'avez évoqué, avoir du contenu pour pouvoir savoir comment on va être éduqué, pour pouvoir renseigner aussi son cercle de soins, sa personne de confiance, son questionnaire. Donc avoir de l'information pour soi, pour son parcours de santé, mais aussi pousser de l'information vers l'établissement de santé pour que le parcours soit le mieux préparé possible et le plus rassurant possible. Le fait de coordonner les acteurs, évidemment, là encore, le fait de renseigner le cercle de soins est un des éléments que la digitalisation permet. D'anticiper les besoins, on l'a évoqué avec la préparation en amont, et puis d'améliorer l'expérience parce qu'on va pouvoir avoir tous ces éléments de réassurance avant, savoir exactement comment ça se passe, pouvoir communiquer avec l'établissement après, parce que par exemple, après un séjour, on va remplir un questionnaire ou avec 4 questions toutes simples, on pourra informer l'hôpital le lendemain de l'intervention pour lui dire si on a mal, si on a saigné, si on a un problème avec la plaie. Et là, c'est l'hôpital qui va appeler le patient. Donc finalement, on gagne du temps et on se centre, vous l'avez évoqué aussi, sur les patients qui en ont le plus besoin dans une idée d'optimiser le parcours patient, en fait. Si on le regarde comme ça, en fait, un parcours patient en hôpital de jour, à quel moment les solutions digitales et comment elles peuvent aider, eh bien, vous le voyez, de la préadmission à la fin du parcours, que ce soit en préadmission, je prends mon rendez-vous sur une application, c'est l'application de l'établissement, par exemple, et là, je vais pouvoir prendre rendez-vous avec l'établissement ou voir les rendez-vous quand je suis convoquée. Je vais pouvoir consulter du contenu médical ou informatif, éducatif. Je vais pouvoir faire du e-consentement avant, renseigner personnes de confiance, éventuellement des directives anticipées aussi. Quand j'arrive dans l'établissement, là, c'est le moment de l'accueil. Donc là, si j'ai préparé mon dossier, j'ai pas besoin de faire la queue, j'ai pas besoin d'attendre, je rentre directement dans le service. Et là, c'est une expérience patient qui est enrichie et une expérience collaborateur aussi qui est beaucoup plus pratique, qui est beaucoup plus fluide. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de ticketing. Et je peux bénéficier d'affichage digital en arrivant avec des écrans qui vont me dire où aller, qui vont avoir de l'information aussi et me permettre d'échanger, enfin, en tout cas, d'avoir du contenu de l'établissement. Et puis les séances vont s'enchaîner, ou en tout cas les éléments de la journée. Et on va pouvoir retrouver, en fait, dans son application, ou si on est sur des séjours itératifs, c'est-à-dire je viens faire de la chimiothérapie toutes les semaines ou tous les jours pendant X jours, et bien au fur et à mesure, on va pouvoir enrichir le parcours avec, vous le voyez, des quiz, des questionnaires de suivi. On va pouvoir pousser de l'information vers l'établissement avant de venir pour que les soignants valident le fait de venir, ce qu'on appelle ici le hockey chimio au plein milieu, pour des patients atteints de cancer qui vont pouvoir recevoir leur chimiothérapie si les résultats biologiques sont bons. Et ben, l'idée, c'est que le patient puisse envoyer ses résultats à l'hôpital et l'hôpital lui répond c'est bon, venez, les résultats sont bons, ou non, ne venez pas, vos résultats ne sont pas suffisamment bons pour bénéficier de la chimiothérapie, on reporte la séance. Les questionnaires de suivi, le fait de détecter des effets secondaires ou des anomalies avec des questionnaires remplis à la maison qui vont remonter de l'information sous forme d'alerte vers l'hôpital, comme on le disait tout à l'heure.
de la téléconsultation aussi, qu'on va trouver directement, par exemple, dans l'application du portail Exolis qu'on propose, des écrans qu'on va pouvoir aussi avoir en chambre, voire des tablettes interactives sur lesquelles on va pouvoir consulter du contenu pendant l'hospitalisation. Donc là, on vient enrichir le parcours pendant l'hôpital, ou des écrans qui vont aussi divertir, parce que ça fait partie des éléments qui améliorent l'expérience patient, de pouvoir accéder à du contenu, voilà, un peu multimédia, on dira. Et puis une fois que le patient retourne chez lui, eh ben, les éléments aussi digitaux vont permettre, on a évoqué la téléconsultation, mais aussi la récupération d'analyses et de comptes rendus, sachant que on est en parallèle de mon espace santé, on tient beaucoup à ce que mon espace santé évolue, et je crois qu'on est tous engagés là-dedans. Ceci étant, les patients nous disent qu'ils sont très contents de retrouver dans leur application les résultats médicaux aussi immédiatement, les résultats de l'hospitalisation par exemple, et de pouvoir ensuite les retrouver dans mon espace santé de façon plus pérenne. Donc cette vision, en fait, cet accompagnement du patient sur l'ensemble de son parcours s'appelle la digitalisation. Et on voit, et on va le voir maintenant avec un exemple concret, combien ça peut améliorer l'expérience des patients et l'organisation en établissement de santé. Merci beaucoup. Et effectivement, donc je laisse tout de suite la parole donc à Adeline Mogard, qui est chef de projet au CHU d'Angers, et à Pierre Malnuit, qui est donc infirmier référent DPI au CHU d'Angers, qui vont nous partager donc plutôt leur retour d'expérience autour de l'utilisation d'un portail patient. Donc bonjour. Donc Bonjour. effectivement, on a mis en application effectivement un parcours d'HDJ. Alors on a refait une petite présentation globale du contexte du CHU d'Angers, avec effectivement nous aussi de plus en plus voilà d'ambulatoires. Il y a de plus en plus forcément d'ambulatoires qui est mis en place. Nous on a démarré à peu près en mars 2024. On a mis un parcours de préadmission en ligne et cas de suivi connectés, dont l'HDJ en chirurgie pédiatrique et l'anesthésie pédiatrique, qu'on va regarder effectivement plus en détail. On a lancé depuis 2 autres parcours en septembre, la néphrologie et l'allergologie. Donc effectivement, on a pris un petit peu de temps voilà, pour bien éprouver la solution. Voilà, pour l'information, on a déjà 4326 téléchargements depuis le 10. Donc voilà, c'est pour montrer que voilà, on n'a pas démarré un gros secteur et ça marche déjà plutôt très bien. Donc nos enjeux, effectivement, alors effectivement, il y aura un petit peu de redondance avec tout ce qui a été dit au début du webinaire. Effectivement, apporter un nouveau service aux patients, effectivement faciliter les échanges, parce que nous on a beaucoup de secrétariats médicaux qui échangent des données médicales via voilà d'autres canaux moins sécurisés. Donc effectivement, avoir vraiment un point d'entrée pour partager de l'information avec le patient. Améliorer les venues, effectivement, tout le côté voilà, dématérialisation du papier hein, pour des hospitalisations. Les secrétariats médicaux peuvent envoyer vraiment des dizaines de documents différents aux patients. Donc effectivement, faciliter voilà, cette partie aussi documentaire. Et effectivement, avoir une solution aussi centralisée et multipathologie. C'est ce qui voilà, nous a aussi séduit à Angers, pouvoir là notamment, par exemple, pouvoir proposer l'application en pédiatrie et pouvoir l'adapter à cette spécialité. Et puis là, à la rentrée de janvier, on va mettre le parcours en HDJ de gynécologie. Et effectivement, on peut adapter l'application à différentes spécialités. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Le but que le patient ait finalement qu'une application dans son téléphone unique et qu'on démultiplie pas les solutions pour éviter de perdre le patient finalement. Donc là, rapidement, on vous montre notre stratégie de déploiement. Donc on a démarré en février, donc comme je vous ai dit, la pédiatrie au niveau de l'ambulatoire. On a pris un certain temps, hein, entre février et septembre. On voulait vraiment bien tester l'application pour derrière justement passer ensuite en mode industriel et vraiment proposer quelque chose clé en main avec des parcours standardisés et types. On a démarré donc sur la pédiatrie pour le suivi connecté et la planification en ligne sur la gynécologie. Alors effectivement, ça peut paraître avoir été un choix de facilité dans le sens où effectivement on s'est orienté vers une population plutôt réceptive à l'informatique, donc une population plutôt jeune, donc les parents en pédiatrie et les femmes en gynécologie. Et effectivement, c'était pas forcément un choix que de facilité, c'était justement pour avoir un maximum de retours patients. Et donc c'est là où ça a bien marché parce que justement on a pu, pour notre site pilote, avoir
vraiment plein d'inclusion de patients, plein de retours patients, et les soignants ont pu vraiment tester l'application avec vraiment tous les patients, voilà, un maximum de patients connectés. Et donc, en fait, ça nous a vraiment permis d'adapter notre parcours. On a fait, je pense, au moins 30 ou 40 versions différentes de notre parcours, parce que justement, on avait plein de retours. Voilà, il y a des moments, peut-être on lui faisait trop de relances sur certains sujets ou pas au bon moment, où les messages n'étaient pas clairs, les parents comprenaient pas ce qu'on attendait d'eux. Donc, en fait, si on avait démarré sur un secteur avec une population plus âgée, on aurait eu beaucoup moins de retours. Et donc là, vraiment, ça nous a permis d'identifier en fait les facteurs de réussite pour le projet. Et donc, c'est pour ça que voilà, on va démarrer en janvier vraiment de manière plus générale dans plein de secteurs. Donc là, on vous a mis la liste des spécialités. Comme ça, si jamais voilà, derrière, vous voulez changer sur dans des prochains webinaires ou autres sur voilà, comment on a pu voilà, faire des parcours dans certaines spécialités, vous pourrez revenir vers nous. Voilà, donc si on part, on a essayé de faire une liste un petit peu exhaustive, hein, mais bien sûr, elle ne l'est pas totalement, sur les bénéfices de l'utilisation de l'application là sur notre établissement. Si on prend d'un point de vue professionnel et notamment au niveau des paramédicaux, ça a permis de diminuer vraiment le temps passé au téléphone pour les infirmières lors des appels de la veille et du lendemain. Finalement, de transmettre de façon beaucoup plus rapide et de façon beaucoup plus concrète les consignes préopératoires aux patients. Éviter les retranscriptions de l'oral à l'écrit qui sont malgré tout une source d'erreur, voilà, et atténuer les barrières de la langue. Le patient ayant à domicile son application qui peut finalement remplir tranquillement le formulaire, peut demander un coup de main à un ami, à un proche, éventuellement faire Google Trad ou autre solution de traduction. Voilà, ça simplifie quand même les démarches. Sur le temps médical, si on prend les demandes, notamment la consultation pré-anesthésique, on a créé un formulaire où le patient peut remplir quelques jours avant la consultation. Il peut remplir son formulaire et finalement donner aussi pas mal d'éléments sur sa prise en charge, fournir des documents, prendre en photo des comptes rendus de cardiologues qui n'ont pas été faits au sein de notre établissement. Donc comme ça, l'anesthésiste arrive à la consultation avec le patient et finalement a déjà plein d'éléments. Donc ça diminue aussi le temps de consultation et ça permet d'avoir une consultation qui est beaucoup plus complète et pas perdre de temps finalement à récupérer des informations. Bien sûr, ce qui est un gros avantage, ça permet de faire un requêtage des données, notamment pour les études, et si on a besoin de récupérer des données sur le suivi post-opératoire du patient ou même préopératoire. Et sur le temps, le gain de temps pour les secrétaires, qui est quand même un temps très précieux chez nous parce que elles passent un temps fou au téléphone. Ça permet de diminuer les mails patients. En fait, encore aujourd'hui, il y a certains éléments qui sont envoyés sur les boîtes mail des patients, donc ça permet de sécuriser vraiment les informations en utilisant l'application et éviter ces mails avec des données qui peuvent être un petit peu sensibles. Ça permet de diminuer aussi les rappels qui sont faits aux patients avant l'intervention, et les rappels téléphoniques. Ça permet de... Ce que je rebondis un peu sur mon dire d'avant, ça permet de transmettre des documents de façon sécurisée et que le patient ait de façon accessible tout au long des semaines précédentes de son hospitalisation des documents d'information. Et finalement, le patient arrive beaucoup mieux informé le jour J de son intervention. Et juste pour compléter la partie de secrétariats médicaux, nous, on a des secrétariats médicaux qui clairement ont des lignes téléphoniques accessibles que, par exemple, de 9h à 11h. Donc, un patient qui est en retard à son rendez-vous, qui ne peut pas venir, etc., il n'arrivera pas à joindre le secrétariat. Donc là, on a testé du coup en allergo et en néphro, dans les derniers sites qu'on a déployés, un accès à une messagerie quelques jours avant la consulte pour que le patient puisse être en capacité de joindre le service et d'indiquer qu'il ne pourra pas venir. Donc, ça fait une alerte dans le back-office à la secrétaire. Et alors, pour l'instant, voilà, les secrétaires sont plutôt contentes parce qu'effectivement, elles peuvent traiter de manière plutôt organisée ce déplacement de rendez-vous et elle n'a pas d'interruption de tâches, c'est-à-dire qu'elle peut faire de la frappe, de la prise de rendez-vous et gérer des appels de report de rendez-vous. Alors que là, maintenant, on s'est dit, voilà, elle regarde 1 à 2 fois par jour le portail, elle se pose, elle sait qu'elle va regarder si elle a des rendez-vous à décaler, elle s'organise mieux dans sa journée, en fait. Donc voilà, on teste ça et je pense que ça
Et ça, une des problématiques qu'il y avait aujourd'hui, c'est que finalement, les secrétaires étaient tellement occupés au téléphone et tout ça, ne pouvaient pas, des fois, louper des appels d'annulation de rendez-vous. Donc, on se retrouvait avec des vides au bloc opératoire liés à ce manque d'informations-là. Donc, la solution évite cela. Donc, ce slide-là, on va passer rapidement. Effectivement, on avait un peu schématisé au lancement de la chirurgie pédiatrique aux médecins et aux paramédicaux un peu le fonctionnement et qui intervenait à quel moment. Donc, voilà, vous pouvez voir que en fait, au niveau du parcours, on va avoir des alertes qui vont être générées pour différents professionnels. Donc, on a une secrétaire qui va avoir des alertes si le patient n'a pas fait son ECBU avant le bloc. On a l'infirmier, effectivement, qui va regarder la veille et des blocs si des patients, s'il y a des enfants, effectivement, qui ne se sentent pas bien avant le bloc et ne rappelle pas, effectivement, tous les patients qui vont bien, elle ne les rappelle pas. De même que pour le J+1 du bloc. Et effectivement, derrière, on a mis des questionnaires de satisfaction. On réfléchit, donc là, dans les autres secteurs, à mettre des scores de récupération post-op connus, etc. Et mettre des scores pour faire plutôt un aspect étude. Là, on a mis quelques petites copies d'écran d'un petit peu de ce qu'on a fait en pédiatrie. Alors, il y a eu un gros travail, hein, on en reparlera la slide d'après sur comment préparer le projet, mais les médecins ont beaucoup travaillé aussi à retravailler leurs livrets, les consignes. En fait, ce projet nécessite vraiment d'impliquer tous les acteurs en fait du parcours. Donc, on a passé vraiment beaucoup de réunions de travail avec les infirmières, les cadres de santé, les secrétaires, les médecins. Ils ont retravaillé tous leurs livres d'accueil selon la prise en charge. Donc, si le patient vient pour un scanner avec une AG, il a un livret particulier. Pour un IRM, il a un livret particulier. Ils ont vraiment fait un travail colossal. Alors, c'est un travail qu'ils avaient bien évidemment déjà entrepris depuis plusieurs années, mais là, ils étaient ravis qu'on puisse en fait le mettre en lumière parce que bien évidemment, dans l'organisation du service, c'est hyper compliqué de délivrer tous ces livrets et de les envoyer. Donc, la plupart du temps, ils n'étaient pas tout envoyés, pas remis. Donc là, en fait, tous les médecins qui ont travaillé là-dessus sont ravis parce qu'on met en lumière tout ce travail-là. Et c'est beaucoup plus simple de les mettre dans une application et de les transmettre aux patients. Et puis effectivement, j'ai pas mis tous les questionnaires ou les rappels, mais pareil, juste avant que l'infirmière regarde si le patient va bien avant le bloc, on rappelle bien évidemment, il y a des petites relances juste avant pour bien indiquer attention. Pensez bien à répondre au questionnaire état de santé la veille avant 10 heures. Enfin voilà, on a fait tout un timing avec les notifications. Et donc là, vous avez vraiment ce que voit l'infirmière. Donc là, en fait, clairement, elle filtre sur les J-1 et les J+1. Et drapeau vert, elle rappelle pas. Drapeau rouge, elle rappelle. Et elle insère une petite note pour dire s'il faut décaler le bloc ou si elle a eu la NEST ou un médecin et qu'effectivement, on maintient le bloc. Et pour tous les patients connectés, donc avec l'icône bleue comme quoi ils ont téléchargé l'application, elle va leur envoyer un petit message flash pour leur rappeler l'heure du bloc et les consignes pour le jeune. Donc ça aussi, c'est un énorme gain de temps parce que là, pareil, on est sur une population où donc les parents qui travaillent, donc en fait les matins où elle essaie de les joindre pour leur redonner toutes les consignes, c'était très fastidieux. Là, en fait, elle se pose plus de questions. Elle envoie la notif à chacun des parents pour rappeler l'heure du bloc et en fait, elle gagne beaucoup de temps. Alors pour l'anecdote, quand elle voit que le parent a l'application téléchargée, parce que on a fait de l'accompagnement pour voir comment ça se passait et qu'il n'avait pas répondu au questionnaire. Alors, elle le remotivait, mais il faut que vous répondiez, je ne vous aurais pas embêté pendant vos heures de travail. Donc, en fait, c'est devenu, les infirmières qui font les programmations incitent maintenant les patients à faire les questionnaires parce que, ça, c'est un vrai gain pour elles, un vrai bénéfice. Alors, on a fait un petit point. Alors, dans les perspectives d'amélioration, on va essayer de lancer de plus en plus d'études parce que c'est aussi une charge très lourde dans les services. Là, notamment, on en a une qui va démarrer au début d'année. Par exemple, quand on a des études où on demande aux patients de remplir 4 fois le même questionnaire à différents temps de sa prise en charge, pour les infirmiers, c'est des temps de ressaisie, il faut calculer les scores à la main, etc. Donc, en fait, on a trouvé plusieurs études à mettre en place en début d'année et on va tester les PREMS et les PROMS avec les différentes synthèses d'affichage en back-office. Et effectivement, on travaille sur comment effectivement toujours améliorer nos parcours, ne pas relancer trop le patient, qu'il ait plusieurs fois les mêmes notifications quand il est dans plusieurs suivis successifs. Et puis, on a aussi une grosse réflexion sur la dématérialisation des convocations. Donc là, on y travaille ce qu'on aimerait bien, demain, ne plus envoyer du tout de convocation papier pour ceux qui ont l'application.
Et la préadmission en ligne aussi, voilà, gros chantier chez nous. On va vraiment le lancer en masse à la rentrée 2025. Et puis voilà, on travaille aussi sur d'autres modules, toujours pour améliorer la prise en charge. Les conseils de pair à pair, donc voilà, globalement, on avait un petit peu résumé. Ouais, c'est ça, différents communication plus, hein, Ouais. communication aussi bien auprès des patients, dans les salles d'attente et tout ça, qu'auprès des professionnels de santé pour permettre une meilleure acceptation Parce que malgré tout, c'est une autre façon de voir les choses aussi, une nouvelle façon de réfléchir. Uniformiser les process, ça, c'était un Oui. gros frein dans certains secteurs, parce que même avec, par exemple, une secrétaire gère 2 médecins, les 2 médecins entre eux n'ont pas la même façon de faire. Donc, il faut déjà que dans le secteur, on arrive à s'entendre sur une façon de faire pour Oui. finalement Une réussir fois, à digitaliser la chose, quoi. Ne serait-ce que pour le consentement ou certaines infos, des fois c'était l'anesthésiste, des fois c'était le chirurgien en pré-op qui récupérait l'info. Donc on leur a dit, voilà, harmonisez vos process, on va pas vous faire 15 scénarios, voilà, organisez-vous de manière harmonisée pour qu'on puisse vous vraiment proposer quelque chose de d'efficace et qui fonctionne bien, parce qu'on ne veut pas non plus perdre le patient. Si on lui demande 2 fois la même information, on l'agace, hein, on l'a déjà vu, parce qu'on lui demande 2 fois, il dit je comprends pas, je l'ai déjà donné. Donc voilà, on a essayé aussi de revoir les process. Et effectivement, là, gros point aussi de vigilance sur effectivement récupérer les mails. Hein. Nous, c'était pas une pratique courante au CHU d'Angers. Et que quand je disais que tout le monde doit être partie prenante, bien évidemment que ça rassure le patient si en consultation pré-op, le chirurgien évoque l'application. Parce qu'au début, on avait effectivement un petit souci là-dessus. C'était, voilà, toute la pédiatrie, on n'a pas pu voir tous les médecins, il y en a qui n'étaient pas forcément au courant. Il faut absolument que le patient soit rassuré aussi et que le médecin lui indique que l'application, oui, est officielle. On parlait des spams tout à l'heure, c'était totalement ça. Il y en a qui ont pu penser, on a eu des retours de parents que c'était des spams, ils ne savaient pas pourquoi il fallait télécharger cette application. Donc, il faut que les médecins et les infirmiers en parlent pour rassurer le patient et qu'ils sachent que c'est vraiment une application officielle du CHU. Parfait, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Et oui, quand on préparait ce webinaire, vous m'indiquiez aussi même qu'il y avait de la pub entre parents hein, dans les salles d'attente où ils parlaient entre eux de l'application. Donc, c'était aussi... Oui, qui se disaient, vous l'avez pas, c'est super. Parce qu'en fait, les inclusions ont été au fur et à mesure, mais ils sont ravis aussi d'avoir tous leurs rendez-vous futurs. Ça, c'est vraiment forcément, vu qu'on a mis l'interop avec nos identités mouvements, ils sont super contents d'avoir. C'est rassurant pour eux, c'est rassurant. Et en temps réel, dès qu'elle est en temps réel, ils sont contents, ils voient que c'est bien mis à jour. Enfin, c'est vrai que oui, forcément, c'est un gros gain. Merci beaucoup en tout cas pour ce retour d'expérience donc réussi avec le portail patient open hein, que vous avez déployé avec des exemples très concrets sur ce que vous avez pu faire. Je vais laisser maintenant la parole donc au pôle Saint-Hélier donc avec Gaëlle Aubert-Bruxelles et Delphine Lemolga qui vont nous partager plutôt la partie communication dynamique auprès des patients. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Delphine, voici Gaëlle. Rapidement, la Fondation Saint-Hélier, notre cœur de métier, c'est la réadaptation des personnes en situation de handicap et l'accompagnement du vieillissement. Vous voyez, on est sur 4 sites, Rennes et sur le pays de Redon, pour ceux qui connaissent Sainte-Marie, Saint-Jacques-les-Pins et Redon. Vous voyez les différents établissements, donc je ne vais pas passer trop de temps sur ce point-là, mais en tout cas, c'est une activité sanitaire, médico-sociale et aussi axée sur la recherche et l'innovation et un centre de formation et du mécénat. On est 700 professionnels, 40 médecins salariés. Et le petit focus qu'on va faire juste sur le pôle Saint-Hélier, parce que c'est là où pour l'instant on a commencé à installer la communication dynamique. Donc on a un centre de rééducation spécialisé en soins médicaux et de réadaptation. Nos spécialités, nous, c'est la neurologie, l'orthopédie. Donc handicap, c'est-à-dire maladie chronique, handicap de naissance, handicap acquis suite à un accident ou maladie neurodégénérative, sclérose en plaques, Parkinson. Voilà, je vous fais rapidement, vu que le timing est compté. On a une activité en hospitalisation complète, l'hôpital de jour sur lequel on va inciter, et aussi nous, on est à fond sur le aller vers, c'est-à-dire amener les soins du patient directement chez lui. Donc, sur les enjeux et les besoins, nos enjeux ou notre enjeu principal, c'était d'intégrer le numérique, et je dis c'était parce qu'on l'a déjà initié, d'intégrer le numérique en santé dans les parcours de soins des patients, en rééducation, puisque c'est notre cœur de métier, avant, pendant et après leur séjour. Un autre enjeu de taille aussi, c'est l'expérience patient et monsieur tout à l'heure nous a parlé de cette expérience. Donc, c'est vraiment améliorer cette expérience pendant le séjour et optimiser l'ensemble des informations et leur diffusion au sein de la fondation.
Donc voilà nos enjeux principaux. Donc la chronologie du projet, donc ce projet a démarré en 2016, déjà avec l'installation d'écrans dans quelques salles d'attente et halls d'accueil. Donc un projet qui est déjà très ancien pour nous. En 2018, grosse avancée, gros coup de poing avec le déploiement des écrans Mediascreen dans les chambres des patients. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ces écrans-là, donc ce sont des écrans qui ont un volet télévision, jeux et autres, mais aussi tout un volet éducation, en tout cas sur lequel nous, on se base, de la rééducation, de l'éducation et de l'information. Donc, ce Mediascreen a été déployé dans toutes nos chambres d'hospitalisation complète. Et puis, en 2023, poursuite de ce déploiement des solutions open avec l'ajout d'écrans dynamiques, donc dans les salles d'attente, dans l'ensemble de nos salles d'attente, sur l'établissement SMR, à la cafétéria qui est venue compléter, parce que nous avions déjà un écran, et dans le hall d'accueil et dans des lieux stratégiques, des lieux de passage, où effectivement les personnes en ambulatoire passent au quotidien et où viennent faire des pauses donc, dans leur parcours de soins. En 2024, donc, on a développé l'usage et la prise en main de l'outil et donc on a questionné le retour d'expérience. Et puis ben là, ça y est, on est tourné vers 2025 et on va poursuivre ce déploiement dans nos autres établissements que Delphine a cité tout à l'heure de la Fondation et notamment les EHPAD avec des communications un petit peu différentes. C'est vrai que la solution, du coup, on va parvenir, c'est en complémentarité d'un portail patient. Nous, c'est vraiment là, ce qu'on vous présente, c'est vraiment quand je suis dans l'établissement ambulatoire, parce que les personnes en hôpital de jour, elles viennent à minima 3 fois par semaine sur 3 ça peut être jusqu'à 5 semaines. Donc, du coup, là, c'est de leur proposer pendant leur parcours donc, des communications. Donc, c'est vraiment varié. Ça peut être des messages de santé publique, des messages sur la vie dans l'établissement, sur les événements qu'on peut organiser, auxquels ils sont bien sûr les bienvenus. Enfin, voilà, c'est hyper varié tout ce qu'on peut proposer. Donc la solution, en tout cas, elle nous a paru intuitive à gérer. Donc c'est au niveau du service communication de la Fondation. Enfin, service, on est 2 personnes avec pas forcément 2 ETP pleins sur la communication, mais en tout cas, on est 2 personnes à gérer cela. Donc on a été formés pendant 2 heures et après, on a pris nous-mêmes en main l'outil. C'est sûr que l'avantage qu'on y voit, c'est que on peut mettre à jour facilement l'information. Et c'est soit centralisé sur tous les écrans qu'on a, parce que comme a présenté Gaëlle, on en a presque une dizaine actuellement, ou alors possibilité de gérer sur un écran en particulier ou une zone d'écran. Donc c'est sûr que par rapport à un affichage papier où il faut penser à chaque fois à l'enlever, à le remettre, enfin voilà, pour pas qu'il soit obsolète, c'est sûr que c'est un avantage gagné. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que c'est intégré par les professionnels parce que eux-mêmes sont en lien dans des projets, sur des événements organisés, et à chaque fois, ils nous remontent bien ce qu'il faut diffuser. Donc, il y a toute une organisation qui a été mise en place, et ça fait partie des médias de communication. Ils nous disent bien, merci de mettre sur les écrans, etc., l'information. Et avec le côté, pour compléter ce que disait Delphine, dans les salles d'attente, ben, le nom des médecins apparaît, et ce qui permet aussi de faciliter, vous en parliez, je l'ai raconté tout à l'heure, sur ben, on est bien là au bon endroit, au bon moment, et aussi cette information ben, est rassurante le patient dans son parcours au sein de l'établissement. En termes de perspective d'amélioration, alors on a, comme vous avez vu, un recul, pas non plus de plusieurs années, mais en tout cas, je pense qu'il y a un outil comme ça, numérique, peut toujours être plus optimisé dans les contenus proposés. On pense que ça peut être un axe à travailler pour faciliter des designs un peu prêts à l'emploi, pour aussi gagner du temps, ou faciliter la remontée, notamment l'activité quand nous, on est présent sur les réseaux sociaux, pour remonter, parce que ça fait aussi du contenu qui passe et qui est actualisé pour les usagers. Nous, l'amélioration, c'est toujours se renouveler parce que si on vient plusieurs fois par semaine et qu'on voit tout le temps les mêmes contenus à l'écran, à un moment, on va plus regarder si on va se dire c'est un peu toujours la même chose. Voilà, ça sera un peu comme le tableau qui est toujours à la salle d'attente et qu'on regarde plus peut-être au bout d'un moment, sauf si on le trouve beau. C'est vrai qu'à un moment, comment mesurer l'impact? On est vraiment impliqué aussi sur la mesure de l'impact de ce qu'on peut mettre en place. Là, un écran, voilà, on peut pas, enfin, on peut rester regarder, faire une coupe pendant une matinée, voir les gens qui regardent et les questionner. Mais c'est vrai qu'on se questionne aujourd'hui sur, maintenant qu'il s'est installé, comment mesurer l'impact. Et de fait, c'est aussi complémentaire, ça supprime pas forcément tous les affichages, parce qu'il y a des choses qu'on met dans les ascenseurs, il y a des choses qu'on met à d'autres endroits. C'est un budget quand même d'investissement, donc on peut pas en mettre
partout dans l'établissement, même si ça pourrait être bien, il y a aussi une réalité budgétaire, financière qu'on connaît tous. Pour les types de contenus qu'on peut mettre, vraiment, ça peut être aussi bien des vidéos comme je vous disais, des messages de santé publique selon la saison, j'ai envie de dire. Par exemple, là, des choses tournent sur la grippe, la vaccination ou le Covid. Ça peut être des affichages que nous, on crée maison sur tous les événements qu'on organise. On a une permanence d'association au niveau du centre de rééducation, donc ça rappelle à chaque fois le calendrier mensuel. Ça peut être sur toutes les animations proposées aussi, comme les patients aussi en hôpital de jour sont les bienvenus, sur aussi ce qui va se passer bientôt, ce qui s'est déjà retour sûr. Ça peut être aussi sur la vie de la fondation, expliquer des choses qui se passent. Enfin voilà, c'est hyper varié. Donc c'est des vidéos, des images, des PDF, enfin enfin voilà, c'est assez libre en termes de contenu proposé. Si on avait des petits conseils de pair à pair à donner, comme un portail patient qui est un plus gros projet encore en soi, c'est vraiment d'en faire un projet à part entière, donc c'est-à-dire d'identifier un chef de projet. Pour cette partie-là, c'était moi au niveau de la direction, mais en lien avec les équipes et notamment SI et technique. Technique parce que c'est tout bête, installer l'écran, sécuriser le matériel, etc. Donc voilà, un projet à part entière. Bien identifier les lieux d'installation, interroger les patients, bien sûr, on en a parlé, l'expérience patient, vraiment important, mais aussi les salariés, parce que c'est aussi une cible, finalement, on se rend compte. Nous, par exemple, les personnes en situation de handicap, veiller à la bonne hauteur pour que le contenu soit accessible, la bonne taille de l'écran pour les personnes qui pourraient avoir des troubles visuels. Voilà, c'est des petites choses, mais qu'il faut penser. Avoir les ressources, un autre conseil, mais ça coule de source, mais bon, il faut bien s'interroger quand on met en place le projet pour organiser ses contenus, parce que ça prend quand même du temps, même si c'est facilitateur. Gérer la suppléance quand il y a des absences, l'été, les congés, et puis varier, comme je vous disais, les supports. Sécuriser le matériel, pareil, ça paraît bête, mais on est surpris des fois des vols qu'il peut y avoir en établissement. Voilà, ça nous est arrivé. Et puis le retour d'expérience usagée à prendre en compte, voilà, voir maintenant ce réflexe-là, on continue. Voilà pour les petits conseils de pair à pair, si on en avait à partager. Eh ben, merci en tout cas pour ce retour d'expérience qui est très intéressant sur vraiment l'intégration de l'affichage dynamique dans vos parcours ambulatoires. Avant de passer à la session de questions-réponses, donc n'oubliez pas, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Je laisse la main au docteur Céline Auron pour nous faire une conclusion rapide sur les échanges qu'il y a pu avoir au cours de ce webinaire. Alors, quelques mots pour synthétiser, oui, pour avoir le temps de répondre aux questions, mais c'était extrêmement riche. Moi, je suis vraiment très heureuse des échanges et je les trouve assez extraordinaires, je dois dire. Puis des exemples concrets, tant des professionnels qu'évidemment des patients sont très riches. Qu'est-ce qu'on peut en retenir en quelques mots? Enfin, du moins, voilà, en proposition de synthèse, eh bien, déjà, la notion d'avoir la vision du parcours patient dans son intégralité, avant, pendant, après, est un moment essentiel, avec la volonté de tous d'améliorer l'expérience patient et d'associer le patient. Et finalement, si on reprend, qu'est-ce qu'on a envie de partager avec le patient au travers des outils digitaux dans cette organisation? C'est de l'éducation, c'est de la rééducation, c'est de l'information, de l'actualité. On voit que c'est ça qu'attendent les patients, mais c'est ça aussi que les soignants ont envie de partager avec leurs patients. Avoir des messages, que ce soit de la vie d'établissement, mais aussi sur le projet de soins, et puis savoir se renouveler, être dynamique, être agile, actif. Avec cette notion que j'ai beaucoup aimée de gagnant-gagnant, qui a été évoquée aussi, on est vraiment dans une idée gagnant-gagnant, gagnant côté patient, gagnant côté soignant, et on pourrait dire gagnant-gagnant-gagnant pour ajouter les établissements de santé. Finalement, les trois sont gagnants dans cette organisation. Le fait d'accompagner le patient aussi dans cette évolution numérique est un élément à prendre en compte dans le projet qu'on va mettre en place. Et c'est ce qui a été évoqué aussi au travers des recommandations de France Asso Santé, qui est très engagée dans le numérique au travers de mon espace santé, mais globalement sur cette amélioration de la prise en charge des patients. Et puis, on peut retenir évidemment qu'aucun patient ne veut rester à l'hôpital et que les patients ont des compétences et que finalement, au travers des solutions digitales, on est en capacité de mobiliser les compétences des patients et de leur donner les moyens de prendre soin d'eux-mêmes, de se prendre en charge dans le parcours et de s'associer aux professionnels pour pouvoir aussi, ça a été évoqué, se concentrer sur les patients qui en ont le plus besoin. Finalement, on va gagner du temps du point de vue soignant, du point de vue secrétariat, pour des patients qui sont capables d'être autonomes, pour pouvoir se concentrer sur des patients qui ont le plus besoin, qui ont plus besoin qu'on s'intéresse à eux, et pouvoir les accompagner
dans un but que j'ai bien aimé aussi, vous l'avez évoqué, de désengorger le système de soins. On sait qu'il est un peu engorgé, qu'il y a encore beaucoup d'attentes et que le fait de fluidifier, de désengorger est attendu. Un autre élément que je trouvais intéressant, c'est cette notion de projet de transformation. Vous l'avez évoqué tous, vous êtes dans un projet de transformation du parcours patient et de vos organisations. Et donc, là, vous mobilisez des moyens pour pouvoir aboutir à cet objectif avec du digital pour venir vous aider. Et on en revient à quelque chose que je dis souvent, finalement, le digital vient enrichir, augmenter l'humain pour lui permettre d'aller plus loin et de mieux s'organiser. Un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de dire que finalement, on a pour objectif de standardiser les parcours parce que on veut que tous les patients aient les mêmes chances, les mêmes possibilités, et puis aussi d'harmoniser les pratiques. Et finalement, on voit que là encore, quand on améliore une organisation humaine, le digital va venir accompagner ça avec cette volonté, voilà, d'harmoniser. On va gagner du temps, vous l'avez dit, on va diminuer les erreurs, sécuriser, simplifier les démarches pour les patients et pour les professionnels, préparer, donc anticiper, assurer le suivi après, récupérer des données pour faire des statistiques, vous l'avez évoqué au travers des prompts, et sécuriser les informations. Et puis finalement, au total, c'est l'objectif qu'on a tous dans les années à venir, zéro papier, très RSE, hein, donc bravo, parce qu'on est déjà engagé dans le durable, et récupérer les mails aussi pour des patients pour accompagner cette transition. Et puis amener, j'ai bien aimé aussi cette phrase, les soins du patient chez eux, c'est-à-dire finalement développer la partie à domicile qui est tant attendue de nous tous, savoir se renouveler et puis savoir mesurer l'impact de nos solutions. Voilà en quelques mots ce que j'ai retenu et voilà, ravie d'échanger avec vous au travers des questions. Je trouve que c'était extrêmement riche et un grand merci à tous. Merci beaucoup. Et effectivement, donc on a eu plusieurs questions hein, pour chacun des intervenants. Peut-être je vais démarrer par Monsieur Charpentier. Aujourd'hui, une des questions qui a été posée, c'était finalement, vous en tant que patient, ayant expérimenté du coup ce parcours en ambulatoire, quelles améliorations vous auriez aimé pour rendre cette approche encore plus bénéfique pour les patients? Est-ce qu'il y a des choses finalement qui vous ont manqué dans ce parcours? Alors, ce que j'ai envie de dire peut-être de façon plus globale, mais je répondrai aussi par la même à la question, je crois que ce qui me semble important, c'est qu'il faut qu'il y ait ce respect aujourd'hui du libre choix de la personne dans la façon dont on va. On a bien vu qu'aujourd'hui, et vous l'avez dit à travers, je crois, l'établissement d'Angers, c'est que la cible au niveau de l'enfance, de l'adolescence et la dimension parentale vous a permis d'avoir automatiquement une patientèle beaucoup plus présente, beaucoup plus participante, beaucoup plus en capacité de pouvoir donner le résultat un petit peu de l'objectif que vous étiez fixé. Donc ça veut dire que par parcours et par filière, en effet, il y a sûrement aujourd'hui des cibles qui sont plus accessibles dans le mode opérationnel de ce virage du digital et du numérique. Vous l'avez totalement dit aussi au niveau des personnes âgées. Et je remercie aussi ce que j'ai entendu à travers l'établissement de rééducation fonctionnelle, cette notion du aller vers, du domicile, le virage du domiciliaire, et comme on dit, du dernier kilomètre qui nous permet d'arriver au plus près de la personne concernée. Je pense que ça, c'est important et cette dimension de parcours de filière, dans le libre choix des propositions qui seront de dimension physique ou numérique, mérite d'avoir l'écoute attentive de la personne concernée. Ça me semble important. Et c'est dans ce que sera l'amélioration de demain, c'est comment d'entrée de jeu, on sait qu'on a un public presque acquis à la cause et que par contre, ne laissons pas aujourd'hui, moi je peux donner l'exemple de l'Aix-Limousin, on a 20 ans d'avance aujourd'hui sur le vieillissement de la population à échelle européenne. Donc ça veut dire que le CHU de Limoges, les établissements de recours de proximité, les professionnels de santé libéraux paramédicaux auront automatiquement une prise en compte et une prise en charge à adapter à cette perte d'autonomie qui permettra, dans le village du domiciliaire, de rester le plus longtemps possible parce que si aujourd'hui les gens veulent sortir le plus vite de l'hôpital, la majorité des gens qui vieillissent se disent je veux vivre le plus longtemps à mon domicile. Donc il faut qu'on soit en capacité d'écouter ce constat et de permettre que justement, on ne va pas passer de l'un à l'autre. Les deux sont indispensables. J'entendais éventuellement sur l'oncologie, les annonces de diagnostic, elles sont aujourd'hui portées principalement en présentiel au niveau des établissements. Ça ne veut pas dire que demain, on ne pourra pas faire une annonce de diagnostic dans une dimension visio.
mais qui permet de se voir. Je regrette, moi j'ai trop entendu éventuellement des diagnostics faits par téléphone sur des gens qui n'étaient pas toujours à leur domicile, au travail, dans leur véhicule, et que quelque part c'est inconcevable. Donc il y a aussi le moment où on le pratique, de savoir qu'est-ce qui est le mieux, le meilleur, tant pour le professionnel que pour. Quand éventuellement vous annoncez qu'éventuellement sur une chimio, éventuellement on ne peut pas la reprendre ou elle va être arrêtée, je veux dire que toutes ces choses-là ne peuvent pas se faire par téléphone. C'est trop important les enjeux qu'il y a derrière. Donc, prenons bien conscience que derrière toute dimension numérique ou dimension physique, téléphonique, elle est celle qu'on a considérée comme étant celle la meilleure, tout autant pour le patient que pour les professionnels que vous êtes. Et je crois qu'à partir de là, oui, on continuera à avoir cette dimension éthique et relationnelle. Moi, j'ai assisté, je vais vous donner l'exemple parce que je l'ai trouvé, et je l'ai dit d'ailleurs dans les propos que j'ai tenus, j'étais au congrès de la FHF Occitanie-Nouvelle-Aquitaine. On a eu donc avec la dimension de l'intelligence artificielle une consultation patient-médecin en direct. Aujourd'hui, quand j'entends que sur la fin de la consultation, toute la dimension de l'échange entre le professionnel et le patient ne nécessite pas de prise de notes, est prise en compte par éventuellement l'intelligence artificielle, qui en fin de rendez-vous ressort un compte-rendu intégral ou synthétique à la demande du médecin, vous savez ce que ça procure? Ça procure 10 fois plus d'écoute du patient par le professionnel qui le reçoit. C'est-à-dire qu'on n'a pas que la maladie, on prend en compte son environnement, sa situation personnelle, etc., etc. Eh bien, moi, j'ai dit qu'enfin, écoutez, parce que nous, on a fait une enquête au niveau France Santé. Vous savez, au niveau d'un médecin traitant, combien de temps d'écoute a un patient dans la consultation? Pas plus de 2 minutes. Là, en l'occurrence, il y en aura peut-être 10, sur peut-être 15 minutes ou plus en fonction de la nature du patient. Voilà une évolution que je trouve intéressante et favorable. Ben, merci en tout cas effectivement pour tout ce partage avec cette vision patient. On a eu donc plusieurs questions dans le chat. Je vais maintenant m'adresser au CHU d'Angers. Donc a priori, il y a un changement de DPI qui est prévu côté CHU. Comment ça va impacter finalement le travail en cours sur les parcours connectés? Si en 2-3 minutes, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet, s'il vous plaît. Oui, alors je l'avais mis dans ma dernière slide, dans les perspectives, effectivement, qu'on avait aussi un changement de DPI. On est déjà en train d'y réfléchir, alors même s'il n'est pas pour tout de suite, il est dans un environ sur le site, en tout cas de Angers, de plusieurs mois. Donc on a le temps de s'y préparer, mais effectivement, j'ai déjà interrogé notre chef de projet côté Open pour qu'on commence en amont à y travailler, mais il y aura pendant effectivement un certain temps le flux des 2 DPI. Donc voilà, il faut qu'on travaille pour bien structurer ça. Et je pense qu'effectivement, il faudra que l'application elle suive le déploiement de notre nouveau DPI, enfin en tout cas dans les services, qu'elle suive en fait et qu'effectivement à chaque démarrage d'un nouveau service qui a le nouveau DPI, on prenne bien en considération effectivement le parcours dans l'application et qu'on le bascule en fait sur le nouvel environnement du nouveau DPI. Donc effectivement, il y aura un petit travail à faire. Alors après, effectivement, je pense que tout ce qu'on a fait, tous nos parcours ne seront pas perdus. Voilà, il y aura sûrement, techniquement, il faudra sûrement aller exporter, réimporter nos différents parcours. Mais voilà, on le prend en considération parce qu'effectivement, ça va être à prendre en compte dans notre déploiement. Et je pense qu'on ne doit pas être le même site dans la même problématique. Et je sais que Messionville, ils sont en mode j'ai acheté déjà avec l'application, donc on pourra aussi s'inspirer de peut-être ce qu'a fait d'autres sites. Mais voilà. Mais il y a une vraie stratégie à réfléchir. Je dois vous avouer, voilà, on est en train d'y réfléchir. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma diapo. Donc voilà, enfin c'est un appel à tous ceux qui veulent faire des retours d'expérience sur le sujet. Je crois que personne n'a encore fait de leur changement de DPI donc sur le GHT. Donc je suis pas complètement sûre que ce soit encore qu'il y ait un retour d'expérience, mais en tout cas nous on va vraiment y travailler et y avoir une stratégie là-dessus. Ok, effectivement, merci. Vous avez raison, c'est important d'anticiper ces sujets. Alors, on a déjà eu de mémoire des établissements qui ont changé de logiciel en cours, et c'est vrai que ce sont des sujets qui s'anticipent et qui s'accompagnent aussi au fur et à mesure que ça soit déployé ou en cours de déploiement. On avait également, on ne doute pas que vous nous accompagnez, que vous allez nous accompagner et nous aider. Donc,
Donc voilà, on ne doute pas que vous viendrez nous aider quand on aura voilà, cette phase-là un peu plus compliquée. Donc je pense qu'on voilà, on aura des petits échanges à ce moment-là. Complètement. Merci du coup pour ce partage. Alors donc on avait d'autres questions pour le pôle Saint-Hélier. Aujourd'hui les questions c'était alors on demandait des exemples. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de derniers messages que vous avez fait passer sur les écrans? Est-ce que vous avez pu créer les templates à chaque fois pour tous ces messages? Alors, sur la partie template, on l'utilise pas forcément de manière systématique. On crée aussi des supports à côté, mais j'ai cru comprendre qu'il y a des choses qui allaient être aussi développées côté open pour faciliter ça. Donc on fait plutôt d'autres supports et on intègre en PDF ou en image. Les messages récents, on a fait une conférence sur la prévention des cancers masculins Movember, donc voilà pour que les patients puissent venir et les visiteurs et les professionnels. Je vous disais le message important sur la grippe. Les animations, parce que là, c'est Noël, donc il y a des animations. Voilà, pour réponse courte, c'est vraiment assez varié. On a aussi un petit café boutique, c'est en lien avec une deuxième question, qui est la vente de produits aussi pour les patients. Donc, et rappeler, alors pas forcément la liste des produits, mais qu'il existe, les horaires, etc. Très bien. Et puis, une autre question que vous aviez, qu'on a vu dans le chat sur la musique, effectivement, diffuser des musiques dans les salles d'attente. Alors, on s'est dit chouette, chouette. Donc, que va nous développer Open, puisque là, aujourd'hui, l'idée, ce serait de pouvoir diffuser en continu. Donc, aujourd'hui, ça n'est pas possible, si ce n'est de mettre via une vidéo, mais... Tout le temps le même son sur le même contenu, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc, c'est une très bonne idée, madame ou monsieur. Merci. C'est le développement. On Effectivement, on va faire enregistre. de proposer en effet des espaces zen, apaisants, surtout quand il peut y avoir de l'anxiété. Donc c'est une belle idée. Merci. Très bien. Merci J'avais une beaucoup. dernière question peut-être concernant les différents publics, puisque donc au niveau de France Asso Santé, vous savez qu'on est représentatif un petit peu d'associations de personnes malades, personnes âgées, de personnes en situation de handicap, d'associations qui traitent de la vulnérabilité, de santé environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau un petit peu de votre dimension de production, vous avez une capacité de rendre ces applications accessibles à la nature de la personne concernée? Je parle notamment au niveau des personnes en situation de handicap, de facile à lire, à comprendre, le fait qu'une application puisse être disponible pour une personne qui est daltonienne, enfin, toute la dimension du sur-mesure dans la prise en compte. Parce qu'il y a 2 dimensions qui me semblent importantes. C'est comment on est capable de prendre en compte la situation de la personne, au-delà de ce que sera la prise en charge sur le parcours, la filière et le retour à domicile. Vous avez raison, Monsieur Charpentier, c'est une bonne remarque. Et oui, bien sûr, on y travaille pour faire du FALC, que ce soit donc facile à lire et à comprendre, que ce soit pour les brochures qu'on peut créer avec le service communication avec les établissements, mais aussi pour les solutions où on est en train d'intégrer la capacité à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap ou à besoins particuliers, comme vous évoquiez, que ce soit sur le site web ou sur l'application ou sur l'ensemble des solutions. Donc, on est complètement dedans. Il y a une association qui est très pertinente dans le domaine qui s'appelle Santé BD. Oui. Et que je vous invite peut-être aussi à contacter parce qu'ils ont déjà beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Très bien, monsieur, vous pouvez nous mettre en contact avec volontiers. Très bien. Avec plaisir. Merci. Très bien. Et merci en tout cas à tous pour ces échanges passionnants. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées à ce webinaire. Et bien sûr, on reste à votre disposition donc pour répondre à toutes vos questions, tant sur nos solutions que sur les participants. Si vous voulez être mis en relation, comme le disait Adeline, pour le CHU d'Angers, ça sera avec grand plaisir. Merci à tous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau webinaire en début 2025.